Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Fabrice, je suis CTO et cofondateur d'une startup qui s'appelle Mindflow. Mindflow, en fait, a été créé il y a 1 an et demi. Moi, je suis évidemment l'antenne technique de l'entreprise. On est une vingtaine de personnes aujourd'hui. Et on a développé une plateforme, en fait, SaaS d'orchestration et d'automatisation des opérations au sens large. En fait, notre public, ce sont les équipes opérations IT, DevOps, SecOps. On a un premier focus cybersécurité. La cybersécurité aujourd'hui, c'est aussi de l'IT. À titre d'exemple, on fait de la cybersécurité, on fait aussi de la remédiation d'incidents. La remédiation d'incidents, c'est évidemment en collaboration avec les équipes IT. C'est une plateforme no-code, parce que bon, évidemment, c'est le sujet. On va peut-être définir un peu ce que c'est le no-code ensemble, parce que c'est un terme assez avec la négation qui embête souvent les développeurs. Moi, je suis un développeur avec beaucoup d'expérience. Donc, j'ai une vingtaine d'années d'expérience et donc j'ai avant de faire Mindflow, en fait, j'étais dans un grand groupe qui s'appelle Thales. Et avant ça, j'étais dans une entreprise qui fabriquait des cartes à puces, les cartes à puces que vous avez dans les poches. Donc, j'ai assuré la sécurité, proportion gardée de vos cartes SIM, cartes bancaires, cartes Sésame Vital, etc., etc. Pourquoi Mindflow? En fait, parce qu'on a remarqué que dans les équipes opérations, il n'y a pas de développeurs ou très peu de développeurs. Il y a des gens qui sont très techniques, qui peuvent parfois écrire du code, mais c'est pas leur cœur de métier. Un ingénieur cybersécurité aujourd'hui, son métier, c'est d'analyser les incidents, c'est d'écrire beaucoup de tickets, c'est d'avoir beaucoup d'outils à disposition. Et devinez ce qu'ils font aujourd'hui en termes d'automatisation? Pas rien du tout, ou quasiment rien. En fait, ils font du copier-coller toute la journée, beaucoup d'entre eux. Donc il y a un turnover important parce que personne n'a envie de faire de choses ennuyeuses. Et le problème, en fait, c'est qu'il y a 3 verrous aujourd'hui, en fait, qui empêchent cette automatisation dans les équipes opérations et plus largement dans pas mal d'équipes d'une entreprise. En fait, le premier verrou, c'est celui du code, c'est-à-dire que effectivement, un environnement de développement, c'est pas seulement les lignes et contacts, mais c'est aussi la conception, c'est le déploiement, c'est les tests, c'est les dépendances. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, faut avouer, hein, pour un développeur de qui est dans une équipe opération, d'automatiser son bureau. Mais imaginons ces gens-là capables de le faire, et il y en a, qui veulent écrire des scripts Python, etc. En fait, le verrou du code, c'est pas le seul. Le no-code, c'est pas seulement le verrou des lignes de code, c'est le verrou des orchestrations, parce qu'on ne peut pas parler d'automatisation sans orchestration. L'orchestration, c'est l'orchestration des produits de l'entreprise. Ça va être des produits de chat, de cybersécurité, de ticketing, des produits des fois extrêmement métiers qui sont dans l'entreprise, soit des produits industriels. Et en fait, cette orchestration aujourd'hui, c'est game over parce que non seulement la plupart ne savent pas coder, mais même s'ils savaient coder, ils ne pourraient pas appeler les API en fait de tous ces produits, si tant est qu'il y ait des API, autre chose. Mais euh, donc c'est un prérequis en fait et c'est un verrou extrêmement fort parce qu'on ne peut pas demander même à une équipe de développement, on va demander de connaître 10, 20, 30, 40 produits différents qui sont des produits souvent métiers pour les orchestrer. Ils ne connaissent pas les API, ils ne connaissent pas les paramètres, ils ne connaissent pas la documentation. Et s'ils veulent le faire, il faut qu'ils ouvrent 40 onglets dans le navigateur et qu'ils se lisent tout ça. Peut-être certains d'entre vous l'ont fait. Et c'est autant c'est vrai pour le cœur du business, on peut évidemment avoir une équipe de développement qui va faire ça, mais une équipe cybersécurité dont l'objectif c'est de protéger l'applicatif, on va pas leur demander de savoir coder, de se connaître les API de tous les produits. Et le troisième verrou, de maintenir en conditions opérationnelles ce qu'ils ont fait, c'est pas leur métier en fait. Et donc du coup, ces équipes-là en fait scalent pas. Et le no-code, évidemment, c'est quelque chose qui peut faire sauter ces 3 verrous. Et en fait, c'est la seule solution. On peut l'appeler comme on veut, hein, code, pas no-code, mais la seule solution, c'est de faire sauter ces 3 verrous. Ou alors, il y a des robots d'intelligence artificielle qui font le boulot de ces équipes opérations. C'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, en tout cas, on n'y est pas. Donc, il y a encore des humains. Et ces humains, on veut leur éviter de faire du copier-coller. Donc, Mindflow, c'est une plateforme pour faire ça. Il y a d'autres plateformes d'automatisation. Et moi qui ai un certain âge maintenant, des solutions d'automatisation, j'en ai vu depuis longtemps. C'est pas nouveau. Il y en a déjà eu. Et souvent, elles ont échoué parce que, je pense,
là c'est mon analyse, le marché sur le deuxième verrou, en termes d'API, n'était pas encore là. On n'avait pas la possibilité d'automatiser facilement les logiciels. Il y a des tentatives, par exemple dans le RPA, on a vu effectivement des tentatives d'automatiser, pas forcément par API, mais par instrumentation à la place pour la robotisation en fait les doigts cliquer à la place des gens, etc. Ça a une certaine limite. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'APIfication, donc on a les API et tous les produits modernes bénéficient de cette API. Donc c'est le moment en fait de faire sauter ce verrou et c'est ce qu'on se propose de faire avec évidemment d'autres entreprises de faire sauter. Et le dernier, effectivement, le numéro est très important aussi de maintenir en condition opérationnelle. Donc, on est un SaaS, on est hébergé dans le cloud, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dispo, on est scalable. Et donc, du coup, on adresse aussi cette problématique de déployer et maintenir le software. On peut commencer à automatiser le jour zéro d'une solution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce deuxième verrou qui est extrêmement important? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je veux vraiment réaliser des orchestrations, il faut que je sois capable d'intégrer tout l'écosystème. C'est un énorme challenge, puisqu'en fait, des outils dans les entreprises, des SaaS par exemple, je vais citer Mindflow, hein, puisque c'est une entreprise, on est une vingtaine de personnes en un an, on a déjà, je pense, au moins 40 ou 50 SaaS dans l'entreprise. On a du Swile, Payfit, on utilise des outils modernes, ils ont tous des API, on a du Notion, on a du AWS, on a, j'en passe, du Slack, etc. Si on veut automatiser, en fait, tous les processus, ne serait-ce que pour notre petite entreprise, on a besoin en fait d'intégrer tous les outils. Ça veut dire qu'une solution d'automatisation mature aujourd'hui, c'est pas une solution où j'ai besoin de développer des connecteurs parce que sinon on retombe sur le même problème. Si je demande à une entreprise comme Mindflow, vous pouvez me développer le nouveau connecteur pour tel produit et que je mets 6 mois dans le roadmap pour le faire, en fait, on a échoué, le verrou il a pas sauté. On a demandé à une équipe de développement de développer un connecteur. C'est voilà. Donc, dans Mindflow, en fait, on est obligé de supporter tout l'écosystème et on a un savoir-faire qui nous a mené à intégrer des cloud providers, de la cybersécurité, des outils de communication, de l'ITSM, donc des outils qui sont vraiment dans le cœur tech d'une entreprise, mais aussi de l'AI, du CRM, des outils RH, etc. Donc, on est capable d'orchestrer des outils très techniques comme de l'AI sur AWS ou des outils comme HubSpot. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ce focus cybersécurité dont je parlais au début, qui est aussi, on est venu de là, aujourd'hui, HubSpot, c'est un outil qui est concerné aussi par la cybersécurité. Quand j'ai un employé qui part d'une entreprise, il faut que je lui retire les privilèges. Alors, des fois, il y a quelquefois du SSO, évidemment, mais il y a des privilèges applicatifs qui sont disséminés dans tous ces softwares dans l'entreprise. Il y a des droits, il y a des accès. Donc, quand un employé arrive ou part d'une entreprise, j'ai des workflows que je dois faire, qui doivent, même en termes de cybersécurité ou d'IT, venir instrumenter des outils généralistes. Voilà, donc, pour clarifier notre positionnement, on est du Enterprise Ready Automation. On a une position qui va être plus tech, plus investie dans la partie IT que des acteurs comme Make, Trey et j'en passe. Okay. Donc là, on est déjà dans le produit. Hein. Je parle sur des slides qui en fait sont dans le produit. C'est plus facile pour moi. Donc ces pastilles que vous voyez là, en fait, sont exécutables et actionnables. Et ça, c'est un des vecteurs qui a conduit notre développement, c'est qu'on veut une expérience utilisateur canon, on veut arrêter avec des outils austères, en particulier dans la cybersécurité et l'IT, où il faut avouer que quand on va manipuler des outils comme ServiceNow, Atlassian, etc., bon, c'est pas très fun, hein, pour le moins. Donc on veut une expérience à la hauteur de ce qu'on adore comme produit, notamment les produits un peu dont on discute tous ici. Ça veut dire aussi que dans le métier de l'IT, des DevOps, des ITOps, des SecOps, il y a de la complexité. C'est pas parce qu'on a une solution d'automatisation, voilà, pour vous dire, bah ouais, ça va être, tout va être résolu. On donne un outil qui réduit la barrière à l'entrée, permet de l'automatisation et permet aux gens de se concentrer sur leurs vrais problèmes d'équipe et d'organisation. Et pour autant, une solution d'automatisation, elle doit adresser des problèmes complexes et les simplifier, les mettre à la portée des gens. Déjà, elle doit être évidemment, en termes de budget, efficace. On veut créer des automatisations en heures, en jours, des fois, voire en minutes, mais on veut plus des automatisations en mois, hein, comme des cycles de développement. On veut que ça soit explicable. Ça, c'est vraiment important dans l'entreprise. Les équipes opérations, quand on délègue un développement, quand ça arrive,
Du code, en fait, le code c'est bien, mais les développeurs n'arrivent pas vraiment à lire même le code de leurs petits copains. Donc c'est dire, quand on a du code, pour les équipes opérations ne peuvent pas en fait terminer ce qu'il y a dans le code. Et c'est maintenable évidemment. Quand c'est lisible, c'est maintenable, c'est plus flexible et on peut venir ajouter dans des workflows, là c'est le type de workflow qu'on a dans Mindflow, euh, qui vont rester très lisibles. Donc, je vais passer à la démo, mais avant de ça, donc juste un rappel de ce que je viens de dire. Premier vecteur, notre expérience utilisateur. Deuxième vecteur, la capacité d'intégrer tout l'écosystème. Et troisième vecteur dont je n'ai pas parlé, c'est avoir un catalogue d'exemples. Quand on va aujourd'hui sur un Notion, sur un certain nombre d'outils, on a des exemples et on va partir de ces exemples. Et on démarre de moins en moins de la feuille blanche dans notre industrie. Donc voilà, l'idée c'est de venir avec un catalogue d'exemples. Alors, comment ça se présente et heureusement, le Wi-Fi marche. Voilà. Donc, en fait, on va avoir dans Mindflow, le premier écran, c'est celui en fait des automatisations, des unités d'automatisation. Dans Mindflow, on les appelle des playbooks. En fait, on va avoir une liste d'automatisation que vous voyez là, qui vont être organisées dans des workspaces. Donc, on va pouvoir comme ça créer dans différentes équipes des thématiques qui peuvent être soit des thématiques métiers, par exemple la partie cyber avec de la threat intelligence, etc., soit des thématiques plutôt opérationnelles, staging, production, etc., un petit peu comme ça se fait dans les outils traditionnels, dans les workspaces, on rentre dans des dossiers, des choses. Voilà, on n'a pas réinventé la roue, on a fait un truc qui visuellement claque un peu mieux que des listes, on va dire, habituelles. Donc on peut, des trucs fun, on peut mettre des emojis, etc. On sait qu'on aime bien ce fun-là. On a sans honte pris les bonnes pratiques qui étaient faites, notamment sur des outils comme Notion. Donc, je vais vous montrer maintenant un petit peu comment se construisent ces unités d'automatisation en mode no-code et qu'est-ce qu'elles font. Je vais prendre un premier exemple assez simple. Hop, le temps que ça charge. Alors, cet exemple, c'est un petit bot Slack. J'ai besoin en mode no-code. Je suis, donc vous imaginez, je suis ingénieur cybersécurité. Et tous les jours, j'ai des adresses IP malveillantes qui se connectent. Et c'est des cas réels. Hein. La personne prend l'adresse IP, va sur un premier site, donc ouvre un onglet, copie-colle l'adresse IP, a un rapport sur l'adresse IP, voit si elle est malicieuse, etc. Puis évidemment, un site, ça suffit pas, donc elle va sur Virus Total en premier, puis après elle va sur IP Info pour savoir d'où vient l'adresse IP, puis après elle va aller sur URL Scan et elle va récupérer les informations de cette adresse IP, les collecter, et en général, elle fait ça, un onglet, deuxième onglet, troisième onglet, elle copie-colle, elle met ça dans un ticket, etc. Donc là, c'est très simple. En quelques minutes, une dizaine de minutes, on arrive à faire un workflow comme ça, qui va dans Slack. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop, hop, là, je vais nettoyer l'écran pour que vous voyez bien ce qui va se passer. Donc, je vais pouvoir avoir en fait une commande dans Slack avec laquelle je vais pouvoir par exemple scanner une adresse IP qui va en fait déclencher l'exécution de cette automatisation que j'ai dans Mindflow et progressivement va effectuer les différentes actions et va répondre sur Slack avec un rapport de qu'est-ce que cette adresse IP là. Évidemment, là, ça répond sur Slack, mais ça pourrait répondre dans un ticket. Okay. Donc là, on est passé de l'ordre de 15 minutes par IP, le temps de copier-coller, de mettre dans des tickets, etc., à quelque chose qui est quasiment instantané. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est okay, c'est bien ce que ça fait, mais comment on le fait combien de temps je mets à écrire une telle automatisation. Alors, je reviens un petit peu sur l'expérience utilisateur. On a un produit voilà, où certaines personnes disent que ça ressemble un peu à Miro. Effectivement, on a habituellement dans les entreprises, d'un côté les process, écrits dans des jolies pages Confluence. Hein. J'étais dans une grande entreprise, et des pages Confluence en rallonge, en disant étape 1, étape 2, étape 3. Et de l'autre côté, on avait les automatisations quand elles existaient. Et en fait, ici, on a la même chose. La feuille devient actionnable. Le document devient l'action et l'action devient le document. Donc, on va avoir effectivement la capacité, voilà, déjà de documenter. On peut tout éditer directement sur le workflow. C'est un outil moderne. On va pouvoir de nouveau retrouver ce fameux emoji en même temps. Et tout ça est très libre, comme sur l'outil d'automatisation. On va pouvoir composer ça. Et je ne sais pas si vous le voyez, on a attaché une attention particulière à ce que ça soit lisible. Pour que même quelqu'un de la gouvernance cyber, un CISO par exemple, puisse comprendre ce qui est fait dans cette automatisation. Donc on a non seulement cette doc, mais on a aussi la possibilité sur chaque pastille de venir mettre un petit peu de description, etc. Tout ça est très fluide en fait. On va pouvoir faire ça. Je vais pouvoir évidemment lancer des actions manuellement. Si je veux vraiment les lancer manuellement, je vais pouvoir lancer uniquement cette action
Donc, je suis dans un mode de développement no-code dans lequel j'ai les outils très pratiques pour faire la même chose que ce que je pourrais dans le code, mais là, c'est immédiat, je vais pouvoir tester directement une action et voir ce que ça a rendu si jamais je veux voir avec la petite pastille bleue. Ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant comment tout ça se construit. Et là, on va rentrer vraiment dans la partie no-code. Donc, on va pouvoir ajouter évidemment dans ce workflow, le construire pas à pas, des nouvelles actions. Vous voyez un catalogue assez fourni là que j'ai déjà personnalisé. On va pouvoir faire des conditions, on va pouvoir faire des boucles, on va pouvoir faire de la transformation de données, sans cette barrière artificielle qui est de rajouter des points-virgules à la fin de la ligne et de compiler et de déployer. Okay, ça, c'est le quotidien du développeur. Donc, on va pouvoir faire des requêtes HTTP, envoyer des emails et tout, mais la partie la plus intéressante, c'est celle des intégrations. Donc, je vais vous montrer un petit peu le catalogue qui est dans Mindflow. Ça fait partie de notre grande valeur. Alors, je suis désolé un peu pour les sequences, il y a quelques latences pour le Wi-Fi, mais voilà, ça se charge un peu. On orchestre tout cet écosystème que vous voyez sur la gauche. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de liste complète, parce qu'en fait, on en rajoute tous les jours. Et pas tous les mois ou tous les 6 mois, dans certaines plateformes qui ont plus de mal à faire ça, parce que c'est un vrai savoir-faire qu'on a, c'est qu'on intègre très rapidement les API. Donc, on intègre non seulement les produits du marché, mais on est capable aussi d'intégrer les API métiers que vous avez, y compris des microservices que vous pourriez avoir dans vos entreprises directement. Donc là, on va avoir effectivement cette liste. On va pouvoir piocher dans le catalogue. Donc, par exemple, comme AWS, on va pouvoir piocher unitairement les services qui vont m'intéresser. Ce que vous voyez là, pour que ça soit très clair, AWS, Google, Azure, Atlassian, ServiceNow, Slack, tout ça est intégré dans Mindflow. Quand on dit intégré, je reviens aux première partie, c'est tout est intégré, toutes les opérations. C'est pas j'ai une opération S3 pour AWS et une opération juste envoyer un message sur Slack, parce que franchement, c'est facile à développer. Hein. C'est pas le problème. Ce qui est difficile à développer, c'est ce que je vais montrer en revenant sur le workflow, c'est que lorsque j'ai activé une intégration, c'est que quand je vais aller sur un des outils d'AWS, je vais avoir toutes les opérations d'AWS. Donc 15 000 opérations, 250 services sur AWS hein, seulement. Vous imaginez, ça fait déjà un certain nombre de SaaS. Je vais avoir ça sur Slack, je vais avoir ça sur Twilio, sur les SMS, même sur du Twitter, total, même si c'est pas, enfin, Twitter n'est pas possible, enfin, il faut aussi orchestrer ça. Donc ça, c'est d'une grande valeur parce que du coup, on n'est pas limité dans son automatisation. Quand on a un écosystème et qu'on a pêle-mêle, HubSpot, Notion, Virus Total, etc., on va vraiment pouvoir exploiter pleinement ce qui est exposé sur l'API. Évidemment, il faut que les API soient prêts, enfin, les produits soient prêts à être orchestrés. On peut aussi orchestrer des produits par mail. Vraiment, on a tombé sur ça quelques fois où il y a des notifications qui sont envoyées par mail. On est capable d'extraire depuis le mail certaines choses. Bon, vraiment un outil moderne, on espère en tout cas, sera orchestrable de plus en plus par API. On a pour autant toujours un fallback, on peut toujours faire des requêtes HTTP si jamais le produit n'est pas encore supporté, une API vraiment très documentée, etc. À titre d'exemple, prenons à la fin de ce workflow, imaginons que cette adresse IP elle est malveillante. Je vais tout de suite faire de la remédiation et je veux exclure cette IP de tous mes Web Application Firewall, par exemple. Je vais pouvoir rajouter l'action ici. Et imaginons que je suis un cloud provider, AWS, que j'ai un joli WAF en entrée, Web Application Firewall, qui va me permettre de filtrer ces choses. Ce que je vous montre, c'est un exemple. Hein. Évidemment, si c'était du HubSpot, je ferais la même chose pour une technique AWS, mais c'est le même principe. Donc, je vais pouvoir aller. Et si c'est du matériel, type Cisco ou machin Bien sûr. Ouais, mais c'est une bonne question. Donc, si c'est Cisco, on cherche Cisco ici. Et puis, on va cliquer là. On va trouver les différents services Cisco. Voilà, on a fait des use cases, par exemple, avec du Meraki. On est capable d'orchestrer, y compris de l'appliance, etc., pour bloquer des API. Donc là, je reviens à mon exemple. Imaginons que je veuille mettre dans une liste d'exclusion cette adresse IP. Je vais rajouter simplement l'opération AWS. En général, ça consiste à développer des lambdas sur AWS, donc à embaucher un développeur, à créer des lambdas pendant 3 semaines, vérifier que ça marche. Donc là, je le fais en une étape. Je suis un peu caricatural.
Donc je vais mettre cette action-là et je vais devoir la paramétrer. Et là, je vais à ce moment-là avoir vraiment les paramètres de la fonction. Entendons-nous bien, en fait, c'est que ces paramètres, et cette définition-là, c'est pas Mindflow qui l'a inventé, hein. Et la preuve en est que ici, on va avoir la documentation des produits qu'on orchestre. C'est d'une grande valeur parce qu'en fait, on va réduire vraiment la barrière à l'entrée non seulement sur la partie no code, mais la barrière à l'entrée sur les API et les produits qu'on va orchestrer. On va éviter de no code développeurs d'ouvrir 40 onglets sur les différentes API hétérogènes des différents produits Slack, etc. Donc du coup, on a cette puissance-là. Donc maintenant, ok, imaginons que je veuille effectivement mettre dans cette liste d'exclusion cette adresse IP. Je vais ici définir dans les adresses, je vais rajouter une adresse ici, je vais dire IP adresse. Et puis je vais dire, moi je veux l'adresse que j'ai envoyée depuis Slack. Donc je vais faire slash ici, comme dans Notion. Ceux qui connaissent, je vois qu'il y a un Slackbot qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps, 7 minutes. Ça me permet de voir à peu près où j'en suis de ma présentation. Et donc je vais ici venir explorer, toujours en mode no code, ce qui m'est arrivé de Slack. Donc je vais voir, effectivement, c'est Fabrice qui a invoqué le Mindflow Scan IP avec ce paramètre 1.1.1 qui ressemble fortement à une adresse IP. Donc je vais dire, ok, je rajoute cette adresse IP ici. Je peux même voir un titre d'exemple, voilà. Effectivement, c'est une adresse IP qui avait été là. Je vais pouvoir même, bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas d'infrastructure pour le faire, mais je vais pouvoir même tester ce point API et voir si mon opération fonctionne. Et je vais vraiment avoir la sémantique exacte de ce qu'est cet appel AWS. Je vais pas faire, comme d'autres solutions qui sont très bien aussi, je vais pas faire une HTTP request, d'accord, qu'on supporte aussi, dans lequel il y a un body, un corps de message, dans lequel je vais écrire du JSON en disant IP adresse. Là, je suis bloqué parce que je connais pas la syntaxe de la commande AWS. Voilà, donc voilà ce qu'on apporte dans Mindflow. Quand je fais gagner dans Mindflow, c'est cette awareness qu'on donne dans les mains de notre développeur. Je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions. On est aussi capable de transformer les données. On va avoir une large librairie de transformation de données. Parce que le no-code, c'est aussi pas simplement orchestrer et passer des tuyaux, c'est aussi transformer des données, les anonymiser, manipuler, et on va avoir un toolkit assez tech. On va pouvoir faire des transformations de données, de la cryptographie, de la transformation base 64, du hashing, des expressions régulières. On va donner les moyens de faire ça plus simplement. Donc c'est un outil qui baisse la barrière à l'entrée, mais ne sacrifie pas la complexité au passage. Merci de m'avoir écouté. Je vais laisser la place aux questions. On vous donne toutes les clés pour mettre un train. Comment vous gérez la sécurité? Bien sûr, vous savez tout ça, c'est une bonne question. Alors déjà, dans mon histoire, ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais, je l'ai dit un petit peu au début, j'étais côté sécurité, ouais. Catib, je connais un peu le sujet. Mais effectivement, c'est toujours un enjeu. On voit qu'effectivement, il y a des gens qui ont des problèmes cyber en ce moment. Donc, on a effectivement un endroit où on va avoir les crédentials d'API. On va pouvoir provisionner ces crédentials d'API, cette interface-là supporte plusieurs types de crédentials d'API en entrée, bot, de la signature AWS, etc. On est à l'état de l'art à 13, à Transit en termes de chiffrement. On va aller plus loin aujourd'hui. On a un an d'existence. On commercialise notre première version là. Aujourd'hui, on va pouvoir faire, ces crédentials sont manipulés dans notre infrastructure AWS et on a un déploiement qui est en mode side tenant. Donc, on est capable pour une entreprise A, une entreprise B, d'avoir l'applicatif, ses data, son process complètement cloisonné du reste, y compris évidemment les crédentials DB. Les différents, Oui, oui. Oui, des contacts, on a des choses dans les bagages qui sont etc. D'abord, bravo. Merci. Là, ce que vous expliquez, c'est que vous êtes spécialisé en sécurité, principalement avec DevOps et SecOps. Moi, ce que je me pose cette question, c'est, en fait, pour toi, est-ce qu'il y a des limitations par rapport à Mail, par exemple? Aujourd'hui, moi, je suis dans DevOps, j'utilise énormément Mail, mais j'ai l'impression que c'est juste plus compliqué que Mail. Pendant 20 ans, il y a des gens qui ont fait des moteurs de workflow. Ces moteurs de workflow peuvent faire plein de choses différentes.
Là, c'est une question de business, de verticalisation et de fit entre la projection de complexité qu'on a et l'outil qu'on a. Donc, effectivement, oui, on peut faire des choses qui sont sur Make, mais notre position, aujourd'hui, elle est quand même différente. Autant Make va pas faire de l'orchestration cybersécurité, en tout cas, je pense que pas aujourd'hui. Autant nous, effectivement, on peut faire de l'orchestration hotspot, d'autres choses. Oui, c'est faisable, bien sûr. Maintenant, notre focus aujourd'hui en termes d'entreprise, on va dire avant les fonds, etc., c'est quand même de rester sur un marché ITOps, DevOps, SecOps. C'est un focus. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas se parler. C'est un truc pour vous, les sécurités. Dans les cuisines, En fait, on est support dans notre catalogue ici. On a un Tenable. On va pouvoir de nouveau activer les différentes projets de Tenable. Donc à ce moment-là, si je vous avoue, je ne connais pas le Tenable, mais on sait qu'on peut les orchestrer. Parce que c'est impossible pour une boîte de connaître toutes les intégrations avec nous. Donc à partir de ce moment-là, en Tenable, on va pouvoir exploiter les opérations Tenable qui vont se retrouver. Voilà, ici, Tenable Container Security, on va avoir les différentes opérations qui sont dans cette activité. Et quand vous avez des demandes de vos clients, vous avez pour des logiciels métiers, aussi, par exemple, du Moax, en fait, on prend en charge l'intégration native de ces produits. On le fait très rapidement pour notre plateforme. Donc, vraiment très rapide à le faire. Dès qu'il y a des produits, on le fait déjà nous. En fait, on a en deux phases. On a par exemple des exemples comme même par chance, on est tombé sur ça. Mais il y a effectivement des fois, on va chercher un produit qu'on n'a pas et on va l'intégrer en deux. Voilà. Et sachant que on a toujours la possibilité, avec une expérience un petit peu mémorable, de faire de la requête HTTP. Donc, à zéro, on peut tout de suite quand même faire un bouquin sur HTTP. Et quand on a des appels API, par exemple, de sécurité qui sont un peu en dehors de ce qui se fait du marché, je pense notamment, j'ai un produit où on fait une requête, on obtient un token qui est valable 10 minutes, et au bout de 10 minutes, ce token, s'il n'a pas été utilisé, il est écrasé, et il faut relancer la logique. Alors, ça va marquer il y a deux solutions. La première, dans le produit tel quel aujourd'hui, on va pouvoir, dans les phases initiales du playbook, interagir avec le service. Par exemple, OpenID ou autre, de façon à renouveler, avoir un fresh token, etc. On va pouvoir le faire comme ça. Et au fur et à mesure de l'existence du mainflow dans la partie Vault, on va faire ça automatiquement. Ici, avec le support de Vault 2.0. Après, vraiment, si c'est un schéma d'authentification très exotique, quand même pas très recommandé en général, alors on va plutôt le faire côté playbook, dans des actions préalables. Concrètement, aujourd'hui, c'est ce qu'on a, c'est rarement des authentifications exotiques. En général, quand il y a pas il y a pas d'API, en fait. C'est plutôt dans ce cas-là. Le produit est un produit très vieux, pas orchestrable. Ce qui veut dire, pardon, je reste un truc, ça veut pas dire parce qu'un produit n'est pas orchestrable qu'il n'a pas de sens pour une orchestration. Je m'explique. On peut toujours avoir un message Slack, un message Teams pour demander à un opérateur de faire une action. Certes, c'est moins beau que de l'automatisation complète, mais ça fait gagner des latences. Pour faire des relances d'utilisateurs, comme ça, tout est celui là, la machine là, c'est vraiment que tu la décommissionnes. Donc, tu l'as pas fait, c'est 15 jours, on fait un petit check, et je vous dis, s'il te plaît, décommissionnement. Donc, taper le mail chaque fois. Voilà. Ouais. Le produit, il a vocation à automatiser certains process plutôt critiques, franchement, des usines de filtrage, etc. C'est pas le genre d'opération que je veux envoyer de façon triviale en prod parce que ça a un impact direct sur mon infra. Comment est-ce que je teste, valide, promeux un playbook C'est un problème. C'est un problème
il y a beaucoup d'équipes opérations qui n'ont pas d'environnement de staging, en fait, parce qu'ils sont pas, les équipes qui ont des environnements de staging sont des équipes de dev parce que, il s'est passé 30 ans de galère. Derrière, effectivement, les opérations n'ont généralement pas d'environnement de staging parce que ça coûte de l'argent aussi en termes de licensing. Donc, c'est un problème. Il n'y a pas de solution miracle à ce problème-là. À partir du moment où on n'a pas d'environnement de staging, il faut faire donc des tests en prod. On peut sécuriser ça à travers les playbooks. Par exemple, en travaillant sur des jeux de données séparés, des tags séparés, etc. Voilà. Donc, on va pouvoir, dans Mindflow, et dans la roadmap, on a des systèmes de façon à avoir des crédentials séparés. Par exemple, là, je peux très bien créer des crédentials pour Slack de test, des crédentials pour Slack de prod, et à ce moment-là, par le jeu de configuration des playbooks, switcher mon playbook de l'environnement de staging à celui de test. Mais en réalité, ce sont des exemples simples. Je ne veux pas survendre le truc parce que souvent, on va être dans un environnement hybride. Slack, ça va être assez simple de créer un autre channel, truc de prod. Mais par contre, sur de l'infrastructure, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué. On va pas avoir deux firewalls en prod, comme staging, etc. Donc, ça se passe à travers l'accompagnement qu'on fait avec le Customer Success de façon à vérifier que, voilà. Un exemple, aujourd'hui, on a un Customer Success où quelqu'un fait de l'orchestration d'infrastructure réseau. Il y a une centaine d'étapes qui fait gagner passage 4 heures par beaucoup moins de 4 heures par workflow chaque fois. Effectivement, cet environnement ne sont pas forcément les environnements de staging sur les infrastructures réseau. Donc, il y a un vrai travail du no-code développeur de façon à s'assurer que tape sur des cibles différentes qui remontent ça. Il y a un savoir-faire qu'on ne peut pas apporter dans Mindflow. Voilà. On apporte des outils qui permettent de le segmenter. Une façon de compenser, ce serait en valorisant le travail collaboratif entre ops. Il y en a un qui fait le boulot, il y en a un qui review le design qu'il a fait. Enfin, faire le mécanisme de pull request, qui est dans le cas de peer review, qui est un truc qui est ancré dans les méthodes des développeurs, et c'est pas quelque chose à imaginer. Ce qui a l'air d'être un angle mort sur toute l'industrie. C'est que trop vrai, parce que roadmap, c'est l'aspect collaboratif. Dans Mindflow, on va pouvoir faire du version libre, on va pouvoir faire de la peer review, on va pouvoir faire du change log. C'est pas encore le cas, en même temps, c'est notre focus. Et quand je parle de Enterprise Ready Automation, c'est exactement ce dont tu parles. C'est avoir la même qualité de suivi que les équipes de dev. Avec, évidemment, toujours cette simplification de la complexité. On n'est pas en train de faire du Git, commit, diff, etc. En train de travailler sur le workflow, de pouvoir analyser ce qu'il y avait avant, après, et savoir pourquoi ça a fait. Pouvoir vérifier le delta, mais pas aussi la nouvelle version de mon process. C'est une autre valeur portée par ça, c'est que l'amélioration continue de ces process, elle est simplifiée. Il n'y a pas des cycles avec des équipes de dev pour rajouter ce qu'on veut dans l'automatisation. Elle est directement faite, et puis si on veut mettre quelque chose ici, une étape supplémentaire, bien la greffer. Alors aujourd'hui, on a un focus borne, temps de compte, donc des entreprises qui vont avoir de forts besoins d'automatisation, IT, avec parfois des silos entre les différentes équipes. On a un outil justement qui est bien collaboratif, qui va permettre à chacun de collaborer. Voilà, donc plutôt scale-up, et en compte, on a quelques fois de succès, ça peut on a commercialisé là, en septembre, sorti la forêt. Alors, le pricing, on a un pricing qui va être basé sur le nombre de workflows en production. C'est-à-dire qu'on peut faire 200 playbooks sur Mindflow. On a 10 playbooks en production. On va avoir un premier package de 25 €, et puis ça va être 300 en fonction du nombre de playbooks. Comment? Non, 25 000 annuels. On dit workflow. Oui, mais ça pourrait dire. Alors, on va avoir une version communautaire l'année, et pour rassurer, on va aussi avoir une offre startup avec du pricing voilà, plus adapté. Voilà, exactement.
Voilà. Donc, on limite pas le nombre d'utilisateurs et on a un nombre d'exécutions illimité dans ce confirme et qui met une formation oui, c'est pareil, assez protégé. Qu'est-ce que je rends compte que, il pose la question si vous faites marcher, par exemple, je sais pas, je pose avec ce que vous avez donné. Ouais, bien sûr, le couplage, c'est un problème qui était déjà dans le code, hein. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise un USB qui se fait racheter, si un iPass se fait racheter, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était déjà le même problème. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que, alors il y a pas de bonne réponse, mais il y en a quand même une. C'est que l'automatisation qui nous coûtait 6 mois de développement avant, on va me coûter 2 semaines, une semaine, peut-être un peu plus. Déjà, elle m'a coûté moins cher. C'est-à-dire que le couplage, il est un petit peu revu à la baisse. C'est-à-dire que si je veux le refaire, je peux le refaire. Si je veux demain, une fois n'existe pas, je vais passer sur Make. Au contraire, je vais pas dépenser un peu de développement productif pour refaire des workflows. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard de workflow sur l'industrie. Il y en a, des PMN, etc., mais qui ne sont pas des gros succès. Euh, donc, euh, effectivement, c'est un sujet, là, je pense que c'est un sujet qui, dans les années à venir, va être là. Maintenant, c'est la même question sur le cloud. Enfin, je travaille quand même en groupe, hein. Est-ce qu'on va vers AWS? Ah non, c'est AWS, on va sortir, on fait une Kubernetes de toi pour sortir. Ce qui est totalement faux, en fait. C'est les services managés. Et on peut, en fait, rarement sortir une technologie. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est l'impact de la technologie qui va avoir sur l'entreprise, qui effectivement, encore une fois, un développement qui va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, va devenir, avec le no-code, plus facile à découper, sachant que ça permet aussi quelque chose, hein, c'est le découpage de la technologie qui arrive. Donc, évidemment, si j'utilise, je sais pas, un acteur, imaginons, je suis sur Active Directory, je passe sur Google Workspace, mes workflows peuvent rester pareil, je vais changer mes connecteurs à mes pastilles. Ce que je veux dire, c'est que personne ne m'a dit, c'est un plus qu'on prenne, peut-être un peu sur score, quelque part. Si, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 oui. Oui, ça va de la souveraineté jusqu'à est-ce que vous pouvez tourner sur un autre cloud, est-ce que vous pouvez tourner sur mes data centers? Oui, il y a toutes ces questions. Des fois, c'est des choix, hein. Et votre entité de Mindful SRL, c'est AKS, je te dis, les joueurs avec l'autonomie. Ouais. On peut pas tout faire. Non, voilà, non, il y a des boîtes qui ont fait ça. Oui, il y a des boîtes qui font ça. Oui, Il y a des boîtes qui ont fait ça. ouais, parce que c'est le mot fort, je pense. On verra. Moi, je veux bien, ouais. Plutôt en termes de monitoring, c'est une phase un peu lourde pour la stabilisation. Ouais. En fait, on a une stabilité complète et ça va continuer d'être le cas. On va avoir de plus en plus cette capacité de monitoring. On a déjà la capacité, en fait, à avoir tous les logs de ce qui s'est passé. On va pouvoir vraiment descendre concrètement dans tous les attributs, tout ce qui a été envoyé, etc. On va pouvoir maîtriser très finement pendant la période de vie, pendant la période de rêve, ce qui s'est passé sur la plateforme. Encore une fois, voilà, on a en aspect collaboratif et monitoring, on va avoir aussi des capacités à consommer ces logs de l'extérieur si vous en avez besoin dans les grandes entreprises. C'est toujours la thématique du Enterprise Ready, pouvoir capitaliser dans un système de logs les accès, quelles sont les exécutions, notamment en termes de sécurité. Est-ce que vous avez une version on-premise ou pas, c'est 100% cloud? Non, c'est 100% cloud. Ouais. Est-ce que vous êtes sur peut-être, comment? Vous êtes plutôt sur le process critique, il est très technique, avec l'ops, DevOps, le NetOps, de sorte. Oui, c'est 100% cloud, c'est tous les infras dans le cloud. C'est pas parce qu'on est cloud qu'on peut pas orchestrer du on-premise. Là, il y a des moyens d'orchestrer du on-premise et du cloud. Et d'ailleurs, plus en plus d'entreprises sont en mode hybride, hein. Et puis l'avènement de Office 365 avec le Covid, on a obtenu du cloud. Donc on a des environnements hybrides et on peut très bien avec des protections qui va de VPN jusqu'à du Virtual TLS, etc. On peut protéger le on-premise et orchestrer avec Mindflow du on-prem en partie. Par contre, soyons clairs, aujourd'hui, effectivement, c'est l'infra pas facile, on n'a pas de version on-premise installable
sur des data centers. Il n'y a pas, par exemple, le database qui vont s'installer sur les serveurs. On pourra peut-être en avoir un jour, ça, mais on fera la version. Ouais. Oui, bon, ça fait partie des choses qu'on